Face à la bande, votre rendez-vous politique. Il a quitté le Rassemblement national en 2020 pour désormais soutenir le candidat du parti Reconquête, Éric Zemmour. Jean Messia est avec nous et fait face à la bande, en commençant avec les questions d'Axel Rebaud. Jean Messia, Éric Zemmour se félicite d'avoir un programme économique ennuyeux, ce sont ses mots, un programme qui ne se réinvente pas, des propositions franchement libérales pour certaines. Alors, à part une préférence nationale, qu'est-ce qui différencie un Éric Zemmour d'un Emmanuel Macron ? Ce qui différencie Éric Zemmour d'un Emmanuel Macron, pas seulement sur l'économie d'ailleurs, mais sur l'ensemble des problématiques que nous pouvons aborder, que ce soit la ruralité, l'Europe, la place de la France dans le monde, etc., c'est que le logiciel d'Éric Zemmour est un logiciel national. C'est-à-dire que il est polarisé en permanence sur l'intérêt supérieur de la France en Europe, dans le monde, et non pas sur l'intérêt de structures supranationales, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, sur l'Union européenne, sur ses relations avec l'Afrique, sur ses relations avec... Jean Messia, vous parlez de l'Union européenne, vous dites que Éric Zemmour défend une position différente. C'est faux, dans les faits, Éric Zemmour dit qu'il est favorable au maintien de la France dans l'Union européenne, il est contre la sortie de l'euro. Aujourd'hui, il défend une position qui est foncièrement similaire à celle d'Emmanuel Macron sur le niveau de l'Europe. Absolument pas, parce qu'il vous a pas échappé qu'il y a plusieurs façons de rester dans l'Europe. Il y a une façon de rester dans l'Europe en essayant de construire une hypothétique et fantasmagorique fédération sur le modèle des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Emmanuel Macron, son rêve, ça serait de faire des États-Unis d'Europe. Et donc, en fait, pour Emmanuel Macron, la France n'existe plus d'une certaine façon. Il est passé à autre chose. Vous voyez, je pense que les représentants de la France qui sont dans les institutions européennes, ils reçoivent du gouvernement d'Emmanuel Macron des directives dans le sens plutôt d'une construction communautaire de l'intérêt supérieur de l'Europe et non pas pour... Jean Messia, aujourd'hui vous dites Éric Zemmour défend une position différente qui préfère donc la nation française à l'Europe. Seulement on peut pas se défaire de l'Union européenne, on peut pas changer les traités comme ça, il faut l'unanimité avec les 27 autres États membres. Donc concrètement, comment on fait pour changer l'Europe et repasser à une Europe des nations si on n'en sort pas ? Écoutez, comment on a fait pour sauver l'euro en 2011, 2012, 2013 ? Il me semble que les traités européens interdisaient formellement le rachat par la Banque centrale européenne de titres sur le marché primaire. Et pourtant, à l'instigation de Mario Draghi, l'Europe s'est assise sur les traités et elle a fait du rachat de titres sur le marché primaire, permettant ainsi de sauver la zone euro. Donc si l'Europe a été capable de s'asseoir sur les traités dans ce qui constitue le cœur de son réacteur, c'est-à-dire la monnaie, puisque c'est là-dessus que l'Europe s'est construite. On peut imaginer que sur d'autres domaines un peu plus périphériques, on saura trouver des arrangements pour faire valoir... Si le programme d'Éric Zemmour ne se base que sur on peut imaginer des c'est pas quelque chose de très concret aujourd'hui, Jean Messia. Je veux dire, on peut pas baser tout un programme sur on va essayer de changer l'Union européenne. Ça fait des décennies qu'on essaye et que à chaque fois les candidats n'y arrivent pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que lorsqu'il y aura une volonté politique française exprimée au plus haut niveau de faire valoir les intérêts français au sein de l'Union européenne, je peux vous dire que nos partenaires vont évidemment nous écouter, puisque la France est le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne. C'est la deuxième plus grosse économie de l'Union européenne. Nous sommes membres fondateurs de l'Union européenne et nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si avec tous ces atouts, on va m'expliquer que la France ne pourra pas faire valoir ses droits au sein de l'Union européenne, alors qui pourra? Je veux dire, quand on voit que des pays comme la Hongrie ou la République tchèque peuvent effectivement, ou la Pologne, peuvent effectivement faire naviguer leur barque nationale dans l'océan européen, je n'imagine pas que un pays aussi important que la France ne puisse pas le faire. Enfin, ça coule de source. Pour revenir sur l'élection présidentielle, Jean Messia, Éric Zemmour se présente aujourd'hui comme un candidat du peuple. Alors, j'ai une question, c'est pour le peuple ou pour les patrons qui désirent reporter le départ de la retraite à 64 ans ? Les deux. Comment est-ce qu'ils comptent le faire, là ? C'est-à-dire les deux. Non mais attendez, faut faire très attention à ce qu'on dit. La mesure portant sur le départ de la retraite à 64 ans n'est en rien une mesure générale. Cela n'exclut évidemment pas qu'il y ait des cas particuliers, notamment de carrières qui sont chaotiques, de carrières de pénibilité qui seront bien évidemment prises en compte. Mais effectivement, pour les salariés, pour les personnes, on va dire du secteur tertiaire,
qui peuvent effectivement avoir une espérance de vie un peu plus importante, qui ont des conditions de travail un peu bien meilleures que celles qu'il peut y avoir dans certaines catégories du salariat. Évidemment que travailler jusqu'à 64 ans c'est évidemment une mesure qui va satisfaire. Jean Messia, aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps sur la pénibilité du travail et on a vu donc ces chiffres qui étaient assez accablants. Un quart des travailleurs les plus pauvres en France sont déjà morts lorsqu'ils atteignent 62 ans. Donc aujourd'hui, vous voulez garantir que les travailleurs les plus pauvres, les plus précaires n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans ? Exactement. La notion de pénibilité a toujours été prise en compte dans le calcul des pensions de retraite et nous envisageons même de la prendre en compte de manière plus sérieuse qu'elle ne l'est actuellement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas entendre cette mesure de départ à la retraite sans la restituer aux côtés des autres mesures que nous proposons, notamment pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Parce que ça sert à rien de décaler effectivement, et là je vous rejoins, l'âge du départ à la retraite, si c'est pour décaler l'âge du chômage de 62 à 64 ans, vous comprenez? L'idée, c'est quand même de faire en sorte de remettre l'économie en marche, de remettre les moteurs de l'économie en marche, pour faire en sorte d'accroître le taux d'emploi des seniors, pour faire en sorte que l'âge de départ à la retraite corresponde à un âge effectif de départ à la retraite, c'est-à-dire que les gens quittent un travail pour partir à la retraite, et non pas être en pré-retraite à partir de 56, 57, 58 ans, catégories pour lesquelles aujourd'hui, évidemment, l'accroissement de l'âge, ou en tout cas le décalage de l'âge de départ à la retraite se traduirait par des années supplémentaires. Alors, comment est-ce qu'on fait, Jean Messia, pour rendre pour les entreprises attractif le fait d'embaucher quelqu'un qui a déjà 56, 57 ans, qui sera à la retraite bientôt? Le problème, si vous voulez, il est aujourd'hui dans dans une croissance française anémique. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, mais ça concerne pas que les seniors, vous prenez à l'autre bout de l'échelle, nous avons un taux de chômage des jeunes qui est aussi très important. Donc en fait, vous voyez bien que le taux de chômage des jeunes, il est situé en fonction des années entre 20 et 25% de la population active, et le taux de chômage des seniors est aussi extrêmement important. Et effectivement, au milieu, vous avez des carrières très hachées, de par le fait que quand vous avez une économie qui tourne à 1,2 ou 1,5 en vitesse de croisière % annuel, ce n'est pas une croissance permettant de créer des emplois. Ce n'est pas une croissance, comme disent les économistes, riche en emplois. Donc l'idée, et ça c'est tout le programme économique d'Éric Zemmour, c'est effectivement d'accroître la base industrielle française, d'accroître la base d'activité française pour générer... Alors comment on fait pour régénérer du travail dans l'industrie? Est-ce qu'on va relocaliser certaines entreprises qui avaient été délocalisées? Lesquelles? Je pense qu'effectivement, il faut reconstruire des filières de production perdues par la France. Je vous parle par exemple de la filière du meuble. Rendez-vous compte que dans les années 90, cette filière employait en France encore des dizaines de milliers de personnes. Et vous aviez le symbole qui était la rue du Faubourg. Vous avez des artisans fabricants ébénistes qui vendaient des meubles fabriqués en France du début à la fin de la rue, c'est-à-dire de la Bastille à la Nation. Aujourd'hui, cette industrie a totalement disparu. Alors comment faire? C'est très simple. La France est un pays qui continue à vendre des meubles. C'est-à-dire nous avons des Ikea, des Conforama, des But, ce sont des enseignes qui continuent à vendre des meubles. Eh bien, il faut imposer, pour déjà calculer, voir la part du meuble fabriqué en France dans la part totale des meubles vendus en France, et imposer aux enseignes qui vendent des meubles, eh bien d'avoir ce pourcentage de meubles français dans leurs étals. Et puis on va construire progressivement reconstruire une filière du meuble qui va marcher sur deux jambes. D'un côté, le pourcentage de meubles made in France qu'on exigera des filières qui vendent des meubles, tout en accroissant chaque année par la formation, par la recréation de cette filière qui fut une filière d'excellence française. Eh bien, on va chaque année accroître d'une part la production de meubles made in France. Donc c'est une politique assez protectionniste que vous proposez là, Jean Messia. À l'inverse, on a plutôt des propositions qui se rapprochent d'une idéologie plutôt libérale, notamment avec, par exemple, vous voulez supprimer l'aide médicale d'État qui offre la santé aux étrangers, vous voulez réserver également les allocations familiales, l'allocation logement ou encore le RSA aux Français, donc retirer ces aides aux étrangers avec le principe de préférence nationale. Éric Zemmour estime qu'on pourrait économiser 15 milliards d'euros comme ça, mais à titre de comparaison,
Yannick Jadot, le candidat Écologie Les Verts, propose par exemple le retour de l'ISF pour les 1% les plus riches de France, une mesure qui rapporterait 20 milliards d'euros par an selon lui. Si vous voulez rendre l'argent aux Français, donc au peuple, Jean Messia, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de cible ? Ben non, parce qu'en fait, le raisonnement d'Yannick Jadot, c'est un raisonnement en statique comparative, toutes choses égales par ailleurs, et non pas un raisonnement en dynamique. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que si vous alourdissez l'imposition et que vous gardez une économie ouverte, ce que nous entendons faire et ce que je crois aucun candidat ne remet en cause, à part peut-être certaines franges de l'extrême gauche, ben vous allez entraîner ce que l'économiste Thiébout a théorisé en 1951, c'est-à-dire un vote avec les pieds. C'est-à-dire que les plus riches qui vont se voir matraqués vont partir. Donc ça, Yannick Jadot ne le prend pas en compte. Il considère qu'effectivement les riches sont enchaînés. Jean Messia, Emmanuel Macron a supprimé il y a bientôt 5 ans maintenant l'ISF. Ça n'a pas fait revenir les plus riches. Au contraire, il y a pas mal d'études qui sont sorties. Ça a fait perdre des milliards d'euros aux services publics français. On a perdu des milliards qui ne sont pas du tout revenus. La théorie du ruissellement qui était défendue par Emmanuel Macron en supprimant l'ISF, elle a été totalement démontée par les économistes. Non mais attendez, vous me posez 15 milliards de questions à la fois et à chaque fois que je commence une réponse, vous m'interrompez. Donc les gens vont plus rien y comprendre. C'est parce que vous partez sur différentes choses, donc on essaie de recentrer à chaque fois. Mais allez donc, sur l'ISF, vous pensez donc que c'est une mauvaise idée de la reprendre ? Ayez l'amabilité, la courtoisie de me laisser finir. Je ne suis pas très long, j'essaie d'être le plus synthétique possible, mais laissez-moi finir. Vous avez tout à l'heure parlé de l'AME comme étant l'aide médicale qui est réservée, qu'on interdit aux étrangers. D'abord, c'est faux. L'AME n'est pas l'aide médicale pour les étrangers, elle est pour les aides pour les étrangers illégaux, ce qui est quand même pas pareil. Donc en fait, l'aide médicale d'État s'adresse à des gens qui sont sans papier, qui ont une présence illégale en France. Elle nous coûte entre 1 et 1,3 milliard d'euros. C'est totalement déraisonné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire les allocations non contributives. Eh bien, ces allocations, elles figurent dans ce qu'on appelle le filet de solidarité nationale. Aucun pays au monde n'a une solidarité qui est mondiale. Que quand les étrangers sont établis dans un pays et qu'ils contribuent à des prestations, c'est parfaitement normal qu'ils puissent en retirer les bénéfices. Mais lorsqu'ils ne contribuent pas, cela doit être réservé aux citoyens français. C'est juste ce que nous entendons faire et ce qui est déjà appliqué partout, y compris dans les démocraties les plus modernes, en tout cas aussi modernes que la France. Il n'y a là aucune discrimination d'aucune sorte par rapport à ce que pratiquent des pays équivalents dans leur modèle économique et social et démocratique à ce qu'on fait en France. Donc effectivement, le fait de réserver la solidarité nationale aux Français va permettre d'économiser entre 15 et 20 milliards d'euros annuels, ce qui est quand même une somme assez importante au vu de la situation qui plus est de notre pays, de son endettement, de son déficit, etc. Donc il est temps, encore une fois, que le gouvernement français applique une politique qui soit française, qui soit nationale, comme le font tous les pays du monde, encore une fois. Également, dans ces 15 à 20 milliards d'euros que Éric Zemmour affirme pouvoir économiser avec ces mesures-là, donc il y a aussi le combat contre la fraude sociale, le combat contre la fraude fiscale. En revanche, est-ce que vous pensez que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait creuser avec Éric Zemmour, parce que il a l'air effectivement de vouloir se concentrer uniquement sur la fraude sociale? Parce qu'en fait, non, d'abord, il ne se concentre pas que sur la fraude sociale, mais c'est vrai que c'est la fraude sociale qui offre, au vu d'un certain nombre de moyens facilement mis en œuvre, les plus grands gisements, si vous voulez, d'économie. Par exemple... ça, Jean, mais ça c'est faux. La fraude sociale, on estime que c'est de 10 à 15 milliards d'euros perdus chaque année. La fraude fiscale, jusqu'à 100 milliards. Non, mais vous m'avez mal compris. Je suis d'accord avec vos chiffres, mais le problème, c'est que si vous mettez, par exemple, une carte vitale biométrique, c'est quelque chose qui est faisable à court terme. Et c'est quelque chose qui permettra effectivement d'économiser quasi immédiatement des milliards d'euros. La deuxième chose, on est passé à l'impôt à la source, au prélèvement à la source. Une mesure qui apparemment est une mesure qui a réussi, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème, en tout cas pas à notre connaissance. Mais le problème, c'est que les personnels des administrations fiscales qui étaient dédiés effectivement au calcul et au prélèvement, eh bien, ils ont été effacés dans les lois de finances successives. On aurait pu garder ces personnels qui sont rompus aux méthodes fiscales, rompus à la collecte de l'impôt, pour les transformer en contrôleurs fiscaux. Vous comprenez ? La lutte contre la fraude fiscale, elle peut pas se faire uniquement sur Google et sur Facebook en pointant les gens qui abusent et qui étalent leur richesse et qui paient pas d'impôts par ailleurs. Il faut être un peu sérieux et dédier des personnels au contrôle fiscal et à la récolte de la fraude fiscale. Mais évidemment, cela nécessite plus de moyens humains
et plus de moyens tout court. Alors que la fraude sociale, même si elle est inférieure, il y a des moyens technologiques qui nous permettent immédiatement d'économiser beaucoup de milliards. Merci Jean Messia, vous restez avec nous pour la deuxième partie de Face à la bande dans quelques minutes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. De retour dans Face à la bande avec Jean Messia, soutien d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle 2022. Pour cette seconde partie, Jean Messia, tout le monde va pouvoir vous poser des questions sur des sujets un peu plus variés cette fois-ci. Je commence, vous qui avez soutenu Marine Le Pen, qu'est-ce qui la différencie vraiment d'Éric Zemmour politiquement ? Politiquement, Marine Le Pen et le Rassemblement national sont devenus une sorte de syndicat de défense du pouvoir d'achat. Ils ne défendent quasiment plus rien d'autre et surtout pas leurs fondamentaux qu'ils ont défendus pendant des dizaines d'années. Et au moment... Lesquels de fondamentaux ? Toute la question du malaise identitaire, de l'immigration incontrôlée, de l'ensauvagement de la France. Autant de thèmes dont le Rassemblement national a été le premier à en parler depuis une quarantaine d'années, et qui, au moment même où ces thèmes sont perçus par une majorité des Français, de manière aussi bizarre que ça puisse paraître, Marine Le Pen change de braquet et décide de parler d'autre chose. Donc, vous estimez, Jean Messia, qu'aujourd'hui Marine Le Pen n'évoque plus du tout ces sujets ? Marine Le Pen n'évoque plus du tout ces sujets, et du coup, Éric Zemmour est à 15%. Parce que c'est lui qui parle des sujets de la menace identitaire. Marine Le Pen reste quand même pas mal positionnée sur tous les sujets de sécurité, objectivement. Elle en parle pas beaucoup. En tout cas, d'ailleurs, si effectivement vous avez beaucoup de ralliements, alors évidemment, on ne retient que les têtes d'affiche comme Gilbert Collard ou comme Jérôme Rivière. Mais je peux vous dire que dans les fédérations du Rassemblement national partout en France, c'est la débandade, c'est la débâcle, c'est la fuite. Manon, allez-y. Jean Messia, on ne peut pas dire que Marine Le Pen ne parle plus du thème de la sécurité. Elle était en déplacement mardi à Brest justement sur ce thème. Elle veut en faire une priorité. Elle a notamment annoncé qu'elle voulait faire une grande loi de programmation pour la sécurité et la justice pour augmenter leur budget à hauteur de 7,7 milliards d'euros sur 5 ans. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'en parle pas et qu'elle ne prend pas de mesures ou qu'elle ne souhaite pas prendre de mesures sur ce thème. Oui, mais madame, ayez davantage le sens de la temporalité. Évidemment que Marine Le Pen maintenant en parle parce qu'elle a bien senti que le sol se dérobait sous ses pieds. Il y a quand même, ça vous a pas échappé, une réorientation de la campagne de Marine Le Pen qui avait démarré un peu comme en 2017, mais pas sur les mêmes sujets, sur des problématiques économiques et sociales. Et lorsqu'effectivement Éric Zemmour est arrivé de manière explosive sur la scène politique et dans la campagne présidentielle avec des étiages de 16-17% qu'il a dépassé effectivement des semaines durant, Marine Le Pen a changé effectivement son fusil d'épaule, elle a changé de cap et elle a bien compris que si Éric Zemmour était à ce point haut, c'est qu'elle n'avait pas mesuré ni anticipé l'ampleur de la problématique identitaire, sécuritaire et migratoire dans l'opinion, ce qui l'a effectivement contraint de réorienter, comme je disais, sa campagne sur ces problématiques-là. Mais si vous reprenez le début de la campagne, elle n'y était pas. Jean Messia, Marine Le Pen a déclaré qu'il y avait, selon elle, quelques nazis dans l'entourage d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est-à-dire que elle dit ça, mais elle dit que ces nazis venaient, je crois, du Rassemblement national. Mais c'est curieux parce que pendant des années, quand les médias et ses adversaires... Donc selon vous, c'est quoi ? C'est l'hôpital qui se fiche de la charité, c'est ça ? C'est-à-dire Marine Le Pen, elle est en porte-à-faux sur quelque chose. Soit il y avait des nazis dans son parti et effectivement, tous ces accusateurs pendant ces 40 dernières années avaient raison et pendant 40 ans elle a menti en les cachant. Voilà. Mais moi je vois pas de quel nazi elle parle. Enfin je sais pas. Vous connaissez beaucoup de nazis vous qui quittent un parti dirigé par des blonds aux yeux bleus pour rejoindre un juif. Alors ça c'est pas à nous de le dire. Mais on avait une autre question également, Jean Messia. Est-ce que aujourd'hui Reconquête a l'ambition d'incarner d'être le parti d'extrême droite en France aujourd'hui, ou est-ce que vous laissez quand même la porte ouverte à Marine Le Pen et le reste du Rassemblement national ? Non mais d'abord je récuse catégoriquement la notion d'extrême droite. Parce que quand vous utilisez ce terme, soit vous êtes en capacité de le définir, et à ce moment-là on en parle, soit vous n'êtes pas en capacité de le définir, et à ce moment-là,
c'est un argument qui est à la fois... on est sur une idéologie extrêmement conservatrice qui a donc qui puise ses valeurs dans celles notamment de l'Église, des valeurs revendiquées judéo-chrétiennes. On est sur aujourd'hui, oui, le parti Reconquête ou le parti Rassemblement National est à la droite du parti des Républicains, par exemple. C'est-à-dire le général de Gaulle faisait référence exactement aux mêmes valeurs. Vous qualifieriez le général de Gaulle d'un agent de l'extrême droite? Je ne pense pas qu'on puisse comparer l'époque du général de Gaulle et notre époque, à savoir que le général de Gaulle, c'était l'époque d'après-guerre. Je pense qu'il faudrait peut-être arrêter aussi d'employer le général de Gaulle à chaque prise de parole, puisque l'époque n'a strictement rien à voir. Donc pourquoi se dire absolument tous gaullistes? Là, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens pour le coup, monsieur Messia. Ce qui est drôle, c'est que vous m'interdisez de parler effectivement du général de Gaulle à chaque prise de parole. Par contre, vous vous interdisez pas de matraquer le terme extrême droite entre toutes les listes. Je ne vous interdis pas de parler du général de Gaulle. J'explique simplement que effectivement le général de Gaulle, et je pense que là-dessus on peut s'entendre, a vécu à une époque qui est différente de la nôtre. Mais vous savez, il y a des permanences en politique, monsieur. La politique, c'est pas la girouette. Il y a des valeurs, il y a des permanences politiques. En tout cas, c'est ce que nous croyons, qui vont au-delà des époques. Vous comprenez? Tout n'est pas un volo. Parce que si vous voulez, si tout change, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune référence qui reste. Il ne reste que le bon vouloir de l'individu. Or, lorsqu'on fait de la politique, on a quand même une vision de la nation en tant qu'entité holistique, permanente. C'est d'ailleurs la définition de la nation donnée par la BCIS au XVIIIe siècle. La nation est un concept permanent. Donc, il y a des permanences attachées à ça. Quant à l'utilisation de l'extrême droite, historiquement, a été une conception d'une frange de la politique qui était anti-parlementariste. Je ne crois pas que nous soyons anti-parlementaires, nous sommes même tellement parlementaristes que nous appelons à la proportionnelle. Donc vous voyez que ça ne tient pas debout. L'extrême droite veut un régime théocratique. Je ne crois pas que nous cherchions un régime théocratique. Raphaël Bardella. Jean Messia, lors d'un déplacement à Cannes en janvier, Éric Zemmour a indiqué vouloir introduire dans le droit la notion de défense. L'extrême droite rêve, par exemple, que l'armée joue un plus grand rôle dans la société. C'est pas notre cas. On a bien compris, Jean Messia, on a bien compris. Raphaël Bardella, pardon. Jean Messia, lors d'un déplacement à Cannes en janvier, Éric Zemmour a indiqué vouloir introduire dans le droit la notion de défense excusable afin de donner à l'honnête homme le droit de riposter aux voyous. Cette proposition permettrait à des gens qui se font braquer d'avoir des armes pour riposter, par exemple. Mais la notion de légitime défense existe déjà dans le droit. Quel intérêt de faire une telle proposition pour Éric Zemmour? Non, parce que dans la notion de légitime défense qui existe dans le droit, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a effectivement l'existence de la notion, et il y a la jurisprudence qui s'applique. Déjà, dans le droit, la notion de légitime défense est une notion qui est employée très stricto sensu. C'est-à-dire que, par exemple, on requiert la notion de proportionnalité. En gros, ça veut dire que si vous avez 3 voyous qui rentrent chez vous avec des couteaux à cran d'arrêt, si vous ripostez avec un pistolet, vous n'êtes pas dans la proportionnalité. Par exemple. Et donc, vous êtes condamné, bien que vous n'ayez pas invité ces individus dans votre salon. Comprenez? Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises de telles condamnations dans de telles circonstances. La notion de défense excusable va pouvoir permettre au juge, attention, au juge, parce que c'est toujours le juge qui va pouvoir dire s'il y a défense excusable ou pas. C'est pas le Far West. C'est-à-dire que nous allons inscrire dans le droit une notion qui va permettre au juge qui est confronté à une situation, de juger un certain nombre d'éléments aux côtés de la proportionnalité. Par exemple, la panique, l'effet de surprise, la volonté de se défendre par rapport à des adversaires nombreux, etc., etc. Donc en fait, on va sortir de la stricte application de la proportionnalité pour introduire pour le juge la possibilité d'apprécier la légitime défense lato sensu et non pas stricto sensu comme c'est le cas aujourd'hui. Jean Messia, cette proposition, elle permettrait à des gens comme des commerçants par exemple de s'armer pour se défendre au cas où, comme vous l'avez dit, des voyous viendraient avec un couteau. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? Non, je crois que vous êtes mal renseigné, monsieur, parce que la notion de défense excusable, il n'a jamais été question qu'avec cette notion, nous élargissions la possibilité de détenir et de porter des armes. C'est totalement décorrélé. Aujourd'hui, les gens peuvent s'armer. Si vous êtes affilié à un club sportif membre de la Fédération française de tir, vous pouvez avoir des armes chez vous. Si vous êtes chasseur, vous pouvez avoir des armes chez vous. Ça n'a pas changé.
Vous parliez en revanche, Jean Messia, de juger, par exemple, la panique, si j'ai bien compris, entre autres. Comment est-ce que le juge peut jauger la panique sur le moment? Mais vous savez, le juge, il juge pas des situations abstraites et donc absconses. Il juge des cas très particuliers, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Là, je ne peux pas me substituer au juge. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous élargissons un tant soit peu cette notion de légitime défense qui est aujourd'hui engoncée, corsetée par un principe de proportionnalité qui est appliqué de manière tatillonne et particulièrement restrictive à la possibilité, effectivement, pour les honnêtes gens, eh bien, de faire valoir un état de panique, un état de volonté de défendre, de se défendre soi-même, de défendre sa famille, de défendre ses enfants contre des intrusions malveillantes, voire criminelles. Je veux dire, ça existe dans beaucoup de pays, ça existe dans le droit suisse. Il ne semble pas que la Suisse, ça soit le Far West. Axel Rebaud. Et les parrainages, Jean Messia. Aujourd'hui, selon le tout dernier décomptage du Conseil constitutionnel, Éric Zemmour n'aurait pour l'instant que 58 parrainages sur 500, à 2 mois du premier tour à peine. Est-ce que Éric Zemmour se prépare à l'éventualité qu'il n'obtienne jamais ces parrainages? Et est-ce que vous vous préparez à l'éventualité qu'il n'y ait plus de démocratie en France? C'est nous qui posons la question pour le coup, Jean Messia. Moi, vous posez votre question et moi je pose la mienne ou je vous fais mes réponses. Alors Jean Messia, aujourd'hui selon vous, le principe des parrainages, obtenir 500 parrainages pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle, selon vous c'est un principe antidémocratique? C'est un principe antidémocratique à double titre. D'abord, le nombre de 500, puisque initialement, au début de la Ve République, c'était pas 500, c'était seulement 100. Et l'autre principe le plus scandaleux, c'est effectivement la publicité des parrainages. Dans une démocratie digne de ce nom, un vote, qui plus est à ce niveau, doit se faire à bulletin secret. On est quoi là? Excusez-moi Jean Messia, mais Marine Le Pen a encore moins de parrainage actuellement, selon les chiffres du Conseil constitutionnel, que Éric Zemmour. Pourtant, auparavant, elle arrivait à les obtenir. Je vois pas en quoi la publicité des parrainages change quelque chose pour le coup aujourd'hui. Ah bah si, c'est comme le b.a.-ba de la démocratie. C'est-à-dire qu'un parrainage, effectivement, les élus, beaucoup d'élus, et les Français le pensent tout autant, que quand vous accordez un parrainage à un candidat, contrairement à ce qu'on dit normalement, enfin dans l'esprit du parrainage, le fait d'accorder votre parrainage à un candidat ne signifie pas que vous le soutenez. Regardez Marine Le Pen, par exemple, en 2017. Elle avait accordé son parrainage à Henri Guénaud. Or, Henri Guénaud n'est pas de la couleur politique de Marine Le Pen. Elle l'avait fait dans une démarche démocratique. Mais le problème, c'est que quand vous apportez votre parrainage, c'est compris comme un adoubement de l'idéologie portée par le candidat que vous parrainez. Donc le système est vicié. Qui plus est, lorsque vous avez des candidats qui sont sinon criminalisés, du moins diabolisés par les médias et vos confrères, je ne parle pas de vous, eh bien forcément, ça crée une sorte de retenue parmi les élus de parrainer un Éric Zemmour ou de parrainer une Marine Le Pen. Donc c'est quand même assez particulier comme système. Manon Langis. Jean Messia, vous expliquiez qu'au début de la Ve République, il fallait 100 parrainages aux candidats. Aujourd'hui, ou du moins en 2017, mais c'est à peu près le même chiffre pour cette élection présidentielle, il y a 42 000 élus qui peuvent donner leur parrainage. 500, ça paraît donc pas si énorme à obtenir. C'est vrai, mais sauf que là, vous êtes sur une logique purement quantitative. J'essayais d'attirer votre attention sur le biais qualitatif qu'il pouvait y avoir en la matière, à savoir le biais idéologique. Vous disiez justement qu'il y avait deux choses qui faisaient que ce processus était antidémocratique. Vous avez cité le fait qu'au début de la Ve République, il y avait besoin que de 100 parrainages. Donc en quoi est-ce que c'est antidémocratique de demander seulement 500 parrainages alors que 42 000 élus peuvent donner leur parrainage? Alors je vous retourne la question, en quoi c'est plus démocratique d'exiger 500 parrainages plutôt que 100 et d'exiger que les parrainages soient publics? Est-ce que vous trouvez ça démocratique? Non mais surtout, est-ce qu'au final, le fond de tout ça, c'est qu'on a l'impression que les gens du coup ont honte d'apporter leur parrainage à Éric Zemmour? Mais pas du tout, attendez, Éric Zemmour... C'est l'impression que ça donne, c'est pour ça que je pose la question. Ah non, mais peut-être pour vous, mais pas pour les autres. Le problème, si vous voulez, c'est que Éric Zemmour vient d'arriver en politique il y a 2 mois. Et son parti a été créé il y a 1 mois. Donc il faut trouver les élus pour vous parrainer. C'est pour ça d'ailleurs que des candidats qui ne sont que des confettis invisibles à l'œil nu dans le spectre politique français, comme les Anne Hidalgo et encore pire les Florence Artaud,
ont des centaines et des centaines de parrainages alors qu'ils ne représentent plus personne, tandis qu'Éric Zemmour, qui représente entre 13 et 15% du corps électoral selon les sondages, lui, n'a pas les parrainages nécessaires pour se présenter. Si ça vous pose pas un problème démocratique, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Merci beaucoup Jean Messia en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes désormais soutien du candidat Reconquête Éric Zemmour pour l'élection présidentielle 2022. Merci. Face à